J'ai postulé pour 4 de mes abonnés au Nouveau-Brunswick et ce que j'ai remarqué, c'est que leur lettre de motivation, leur CV, c'est de la merde, excusez-moi. J'étais obligé de prendre tout mon temps et de refaire leur CV et de réécrire leur lettre de motivation. D'accord, la famille? Avec ça, vous ne pouvez pas être sélectionné par un employeur. Ce que vous devez savoir, c'est que la lettre de motivation et le CV, c'est deux documents que quand ça tombe devant un employeur, après avoir lu votre CV et après avoir lu votre lettre de motivation, l'employeur doit comprendre que c'est vous la personne qu'il faut à ce poste. Donc, on ne blague pas avec la lettre de motivation. On ne blague pas avec son CV. Quand tu écris ton CV, il faut écrire un CV propre. Il y a deux types de CV au Canada, d'accord? Il y a un CV pour les compétences et un CV chronologique pour te donner toi-même les avantages devant un employeur, que quand il prend ton CV et ta lettre de motivation, il met pour les autres à côté. OK? Donc, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines astuces que je vais donner. La situation de la pénurie de main-d'œuvre est alarmante au Québec. Des secteurs entiers sont fragilisés. À une semaine de la mise à jour économique du ministre Éric Girard, l'Institut du Québec propose un plan pour transformer l'urgence en opportunité. Mia Amsi est PDG de l'Institut du Québec. Bonsoir, Mia Amsi. Bonsoir. Alors, comment vous qualifiez d'abord l'engagement du gouvernement Legault dans la gestion de ce qui ressemble quand même de plus en plus à une crise de la main-d'œuvre? Bien justement, on gère ça comme une crise, donc avec des solutions pour éteindre des feux un peu plus à court terme. On l'a vu beaucoup dans le système de santé avec les préposés aux bénéficiaires, les éducatrices en garderie, en CPE, dans le milieu de l'enseignement, tout ça. Mais c'est correct, là. Je pense que c'est inévitable, puis il fallait le faire, puis ça a été efficace. Les mesures ont été efficaces, mais il faut pas penser qu'on va pouvoir gérer ce qui s'en vient, qui va durer une décennie. Avec juste des mesures aussi ponctuelles. Il y a vraiment une réflexion de fond qui doit être faite, puis on espère vraiment que la mise à jour qui s'en vient la semaine prochaine va être une opportunité de revoir un peu cette façon-là d'agir. Vous avez préparé un graphique qui nous montre le taux de postes vacants qui grandit plus rapidement au Québec, c'est la ligne bleue, qu'en Ontario, la ligne rouge, et ça depuis 2015. Exactement. Ce graphique-là est intéressant parce qu'il nous montre deux choses. D'abord, quand les données ont commencé à être compilées en 2015, le taux de postes vacants au Québec était autour de 2 il était autour de 3 en Ontario. Donc, il était inférieur. Mais en 2018, il y a comme un changement de tendance, une inversion. Et là, le Québec, il y a une augmentation de plus en plus rapide des postes vacants. Donc, non seulement la situation a changé, mais c'est que ça s'est fait rapidement. Et c'est pour ça que nos entreprises, puis tous les employeurs au Québec, incluant les services publics puis le réseau public, souffrent en ce moment parce qu'on n'a pas eu le temps de s'y ajuster. Et la pandémie est venue empirer les choses. Donc, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Il y a des causes structurelles à tout cela, principalement le vieillissement de la population. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment regarder les causes de deux façons. Les causes fondamentales, les structurelles, donc les tendances lourdes qui étaient là avant, qui vont perdurer au-delà de la pandémie. Et le vieillissement de la population, c'est évident. Le changement de l'économie, donc il y a un virage numérique en cours qui s'est beaucoup accéléré, qui change le profil des compétences des travailleurs. Ça va être majeur au cours des prochaines années. Et ensuite, la population, ce vieillissement-là, on sait que ça part pas demain matin. Alors, il faut s'y faire. Il faut pas penser qu'il y a des solutions magiques, miracles, qu'on va pouvoir avoir maintenant qui vont régler ça. On est dedans. C'est irréversible comme tendance. Ça, c'est structurel, dites-vous, Mia Amsi. Il y a des facteurs conjoncturels en fonction de ce qui se passe présentement, notamment la PCU, la PCRE. Les aides financières des gouvernements. Bon, tout le monde se demande où sont les travailleurs? Où est-ce qu'ils sont passés les gens? Il me semble qu'ils étaient là en 2018-2019, mais en fait, ils avaient déjà commencé à être moins là.
Mais avec la pandémie, évidemment, il y a eu des mesures de soutien aux revenus qui étaient, dans certains cas, pour les travailleurs à faible revenu et surtout à temps partiel, des fois plus élevés que le revenu qu'ils avaient avant. Il y a des gens qui sont retournés aux études, qui ont décidé de changer de secteur et aussi les frontières ont été fermées. Donc, d'une année à l'autre, entre 2019 et 2020, on est passé de 93 000 personnes qui étaient soit des immigrants permanents ou temporaires à 11 000. Bien, c'est sûr, c'est un choc énorme pour les entreprises, oui. C'est quand même pas rien. Puis il y a eu beaucoup d'incertitudes aussi, les changements de plan, les ouvertures, les fermetures également de l'économie. Bien, c'est sûr. Puis un secteur comme la restauration, l'hébergement, qui ferme, qui ouvre, qui ferme, ouvre, mais c'est colossal parce que là, d'un coup, ils doivent réembaucher tout le monde. Donc, c'est sûr que ça fait bondir les postes vacants, ça complexifie le recrutement et beaucoup de gens ont changé de secteur. Ceux qui ont décidé qu'ils ne veulent plus travailler le soir, la fin de semaine, ils retourneront probablement pas. Donc, vous avez 3 recommandations pour le ministre Girard. D'abord et avant tout, de développer une vision cohérente, dites-vous, des enjeux de main-d'œuvre. Bon, c'est exactement le point du début. Pas éteindre des feux, puis pas penser que les immigrants, parce que les employeurs demandent beaucoup plus d'immigrants temporaires, permanents et tout, ni les personnes de 60 ans et plus qui, pour la majorité, ont quitté le marché du travail. Ça va pas être si simple de les ramener. Donc, il faut pas compter sur ces groupes-là pour nous sauver. Il faut aller beaucoup plus loin que ça puis avoir une vision intégrée et globale. Ça veut dire faut regarder. Il faut faire des prévisions, il faut voir où vont être les plus grandes tensions, les plus grands besoins par rapport aux services essentiels, par rapport au secteur de notre économie qu'on veut développer. Là, on entendait le premier ministre parler d'innovation, d'exportation dans la construction. On investit massivement, on veut développer l'électrification des transports. Il faut que le gouvernement pense à ces ressources-là, à la formation des gens. Donc, c'est pas à la pièce, c'est très global comme plan. L'organisation du travail aussi, c'est majeur, ça fait partie de ça. Je résume donc vos 3 recommandations. Vision cohérente des enjeux de main-d'œuvre, le développement économique qui doit être basé sur les talents, éducation, formation et développement des compétences. Donc, on verra, Miamsi, ce qui va rester de tout cela. La mise à jour économique est la semaine prochaine, présentée par le ministre Éric Girard jeudi prochain. Merci pour cette analyse ce soir. Merci à vous.